L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Pourquoi ce sont les médias occidentaux qui les premiers ont annoncé le décès du ministre malien de la Défense, le général d'armée Sadio Camara? C'est une question qui peut sembler anodine, mais qui mérite d'être posée. Comment ont-ils pu confirmer ce décès, étant donné que ces médias n'ont plus de correspondants dans les pays du Sahel depuis plusieurs années? Alors, plusieurs hypothèses peuvent s'imposer à nous. La première, c'est de suivre leur ligne, en disant qu'ils ont eu cette information des sources sécuritaires maliennes. La question qu'on a envie de se poser après avoir écouté ceci, c'est quel intérêt un militaire malien ou un officier de l'armée malienne aurait à donner une information aussi sensible à un moment aussi crucial à des médias réputés hostiles? La deuxième hypothèse, qui nous semble la plus probable, c'est qu'ils aient pu obtenir ces informations de ceux qui ont organisé cette attaque, à savoir les terroristes. Parce que pour confirmer un décès d'une personnalité aussi importante, il ne pouvait qu'avoir deux pistes. Soit ceux qui ont mené l'opération et qui étaient à mesure de confirmer qu'ils ont pu neutraliser leur cible, soit effectivement les autorités maliennes qui ont pu constater les dégâts après que l'opération se soit achevée. Dans le cas d'espèce, l'option de la connivence entre ces médias et notamment les groupes terroristes semble la plus plausible. Pourquoi est-ce que nous commençons par ce fait? Parce qu'il est important aujourd'hui, si besoin est, de rappeler que la guerre n'est pas seulement les armes, les images, les atrocités. C'est aussi et avant tout une guerre de communication. Parce que qui contrôle l'information contrôle la stratégie. Sachant ce que pouvait entraîner le décès d'une personnalité aussi importante, le contrôle de l'information sur son décès devenait donc vital. Nous commençons par ce fait parce qu'il est important pour nous autres Africains de comprendre ce qui se joue aujourd'hui sur la scène internationale de manière générale et dans le Sahel en particulier. Si vous écoutez le traitement de l'actualité malienne sur les médias occidentaux, c'est à peine que les journalistes sur ces plateaux cachent leur joie. Ils ont même parfois un ton totalement jubilatoire. Ils se moquent, pour certains, de ce qui est en train d'arriver au Mali. La mort de Sadio Camara et puis le général Assimi Goïta, le président du pays, qui n'a fait aucune apparition publique. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un schéma de déroute du pouvoir à Bamako? Qui contrôle aujourd'hui le territoire malien? Le pays est en effet plongé dans une crise sécuritaire sans précédent. Symbole peut-être d'une déroute également, les mercenaires russes de Wagner, de leur côté, ont obtenu un accord avec les rebelles pour quitter la ville de Kidal. Mais il faut aller plus loin pour comprendre que le mal est profond. En réalité, comme on le sait tous, ce sont des médias qui sont aux ordres, qui sont là pour servir un certain type d'intérêt. Il n'y a que certains Africains encore incrédules qui pensent que ces médias sont là pour nous informer. C'est un mode opératoire qui est connu. Ces médias sont des instruments qui servent à la politique étrangère des différents pays. Et ce n'est donc pas un hasard qu'ils ont un traitement totalement biaisé de l'actualité au Sahel de manière générale et de cette dernière actualité actuellement au Mali. Au fil du temps, on se rend compte que ces médias sont devenus des véritables relais des groupes terroristes. Ils ne se cachent plus pour faire la promotion du terrorisme. On se souvient qu'il y a quelques années de cela, France 24, pour ne pas le nommer, a donné une tribune extraordinaire à un groupe terroriste pour parler de son organisation, de ses ambitions, ce qui est tout simplement ahurissant. Imaginez que c'était un autre média qui avait fait ce genre de travail. Comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, ces médias se donnent à cœur joie de faire l'écho des attaques terroristes. Ils sont contents de montrer et de chiffrer les dégâts occasionnés par des groupes terroristes. Mais posez-vous une question. Combien de fois ces médias ont relayé les exploits des armées de l'AES et notamment de l'armée malienne contre les terroristes? Pas plus tard que les 22 et 23 avril dernier, l'armée malienne a fait subir d'énormes pertes aux différents groupes terroristes sur son territoire. Mais seulement, avez-vous vu ces médias en parler? Alors, il est peut-être temps, comme on le dit, de remettre la balle au centre. Et aux uns aux autres de faire attention à la qualité de l'information qu'ils décident de consommer. Pour continuer cette chronique, il est important de revenir sur un certain nombre d'éléments pour démontrer le mode opératoire de cette puissance impérialiste pour continuer la déstabilisation de certains pays africains. Très récemment, on a tous entendu parler d'un rapport de Human Rights Watch sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Et dans ce rapport, on accusait l'armée burkinabé de commettre des exactions sur les populations civiles. C'est tout simplement extraordinaire. Combien de rapports Human Rights Watch a déjà fait pour dénoncer les exactions ou bien pour chiffrer les exactions des groupes terroristes sur des populations civiles depuis des années? Pourquoi choisir de se focaliser sur les armées du Sahel alors qu'on sait très bien que ceux qui font le plus de dégâts, ce sont les terroristes? On se souvient qu'avant ce cas, on avait déjà connu au Mali le fameux rapport, toujours comme par hasard, de Human Rights Watch qui parlait des militaires maliens qui auraient commis des exactions sur les populations civiles. C'est la même rengaine à chaque fois. Mais comme on aime à le demander, pourquoi est-ce que les satellites de ces ONG ne se focalisent que sur les actions des armées républicaines? Ces satellites ne peuvent-ils pas voir également ce que font les groupes terroristes? En réalité, on est dans un jeu de dupes. Il est question ici pour nous de comprendre qu'on n'est pas dans une logique de rechercher la sécurité dans le Sahel, mais on est dans une logique de recolonisation. Il y a eu plusieurs situations
Nous avons eu la chance de faire le terrain. Beaucoup d'autres officiers que vous pourrez croiser ont eu la chance de faire le terrain. Et ont manœuvré avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant. Imaginez, vous avez avec toute la technologie qu'ils avaient. Ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout. Ils avaient des drones, des hélicoptères, tout type d'appareils. Mais on ne voyait jamais les terroristes. Quand on va plus loin et qu'on interroge les méthodes utilisées par ces ONG pour faire leur rapport, c'est tout simplement inadmissible. Parce que les responsables de ces organisations vous disent avoir utilisé des images satellitaires, avoir eu à faire des interviews par téléphone, mais à aucun moment ils n'ont été sur le terrain. Quel crédit pouvons-nous concrètement apporter à ce genre de choses? Mais j'ai envie de dire, c'est pas le fait du hasard. Le but ici, c'est de vous démontrer comment est-ce que ça fonctionne. Il y a au départ les ONG qui vont faire ces fameux rapports. Naturellement, leurs médias partenaires vont relayer et les puissances impérialistes vont les utiliser pour aller chercher des résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies et venir déstabiliser des pays. L'exemple de la Libye n'est pas très loin. C'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque la crise libyenne a éclaté, nous avons dit à nos partenaires étrangers, en 1993, vous êtes arrivés, vous avez bombardé la Somalie et vous êtes partis. Nous sommes là avec la Somalie dans les bras. 20 ans, un pays zombie. Donc nous avons dit, attention, la situation là n'est pas facile. Et nous avons mis en place le 10 mars, le Conseil de paix et de sécurité. Le 10 mars, une feuille de route. Je suis allé promouvoir cette feuille de route à Washington, à Londres, à Bruxelles, partout. Expliquant à nos partenaires, américains, anglais, européens, notre feuille de route et comment nous allons y parvenir. Mais je crois qu'ils avaient décidé qu'il fallait bombarder. Je crois que tout ce qui se passe là était déjà décidé. Je n'entre pas dans les détails, mais je crois qu'ils avaient décidé de faire ce qu'ils voulaient faire. Dans ce contexte-là, nous avons été marginalisés, ignorés, et je dirais même humiliés. Que pouvions-nous faire? Qu'est-ce que les États membres pouvaient faire devant une situation comme ça? Ce qui se vit au Mali aujourd'hui ne peut pas être détaché du précédent rapport de Human Rights Watch. Aujourd'hui, il est clair, et ce n'est pas nous qui le disons, que tout va être fait pour déstabiliser le Sahel. Nous n'avons plus confiance à la France. On sait que la France, ils l'ont dit publiquement, donc on n'a pas besoin de creuser pour savoir plus. Ils ont dit la France a dit qu'elle fera tout pour faire échouer la transition au Niger, elle fera tout pour déstabiliser les pays de l'AES. Et ça ne nous fait pas peur. Notre peuple est déterminé à mener le combat. Nous avons en face une France qui est décidée à reconquérir sa place, à sa même mise sur nos ressources, et de l'autre côté, nous avons un peuple qui est déterminé à se défendre vaille que vaille. Nous sommes en train de combattre le terrorisme, nous sommes en train de combattre la France avec les terroristes, parce que pour nous, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Revenons un peu à l'actualité. Comme vous le savez tous, le 25 avril a été un jour catastrophique pour le Mali. Plusieurs attaques terroristes coordonnées à plusieurs endroits à la fois. Bien évidemment, cela a causé des dégâts matériels et humains incommensurables. La question qu'on peut légitimement se poser, au-delà justement de la défaillance qu'on peut reprocher aux services de renseignement maliens qui n'ont pas pu anticiper ces attaques, c'est où étaient ces fameuses puissances internationales, avec leurs différents satellites, avec leurs moyens sophistiqués de renseignement? Comment peut-on expliquer que des groupes terroristes ont eu le temps de s'organiser, ont pu se déplacer par dizaines de milliers avec des engins motorisés sans qu'aucun satellite n'ait pu apercevoir qu'il se tramait quelque chose contre le Mali? En réalité, il faut être totalement dupe ou faire preuve d'une mauvaise foi manifeste pour ne pas comprendre ce qui se passe actuellement au Sahel et principalement au Mali. En étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Allons plus loin. Qui finance ces groupes terroristes? Qui leur donne des armes? Parce que comme vous avez pu le constater, ces groupes disposent des armes de dernière génération. Il ne s'agit plus de mouvements terroristes qui se débrouillaient avec des Kalachnikov ramassés par-ci par-là. Ces groupes ont des moyens motorisés extraordinaires. Ils disposent des drones et de moyens de renseignement parfois plus sophistiqués que ceux que peuvent posséder certaines armées africaines. Alors, posons-nous la question. Qui les arme? D'où prennent-ils ces armes? Il peut y avoir deux analyses. Premièrement, ce sont des dons ou alors des achats. Si ce sont des dons, qui leur font ces dons? Si ce sont des achats, d'où prennent-ils l'argent pour acheter et qui leur vend ces armes? Surtout qu'on se rappelle que plusieurs pays du Sahel ont eu à se plaindre du fait que certains États, notamment occidentaux, refusaient de leur vendre des armes. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en oui, face les terroristes, de lui, vous. nous tuent, mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe.
Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et les terroristes s'invitent à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias. Ils sont incapables de lutter. On viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.